Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver. Donc pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sophie Benabi, je suis praticienne en médecine indienne qu'on appelle l'Ayurveda. Je suis également auteure de 6 ouvrages dont 2 best-sellers et formatrice. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous partager tout ce que j'ai pu mettre en place pour pouvoir maximiser ma fertilité, puisqu'aujourd'hui je suis enceinte de 8 mois. Voilà, de mon tout premier enfant et il faut savoir que je souffre d'endométriose et vous avez été très nombreuses à me demander de vous partager un petit peu mon parcours pour pouvoir m'aider dans ce cheminement de la maternité pour pouvoir tomber enceinte. Donc sur Instagram et Facebook notamment. Du coup aujourd'hui j'avais vraiment envie de prendre le temps de vous faire une vidéo et de vous partager un petit peu tout ce parcours, tout ce que j'ai pu expérimenter, tout ce qui m'a aidé, tout ce qui a été pertinent et surtout efficace dans le cadre de mon terrain. Alors bien sûr c'est mon expérience, mais bon, je vais vous donner des conseils qui sont un peu plus généralistes aussi pour que vous puissiez vous aller chercher les bonnes informations et frapper surtout à la bonne porte. Avant ça, n'oubliez pas de liker la vidéo pour me signifier qu'elle vous plaît. C'est aussi une façon de soutenir la chaîne, de soutenir mon travail et de vous abonner si jamais vous êtes intéressé par les sujets de l'Ayurveda et de la micronutrition. Et puis aussi le partage, on va dire un petit peu plus spontané que je peux faire sur cette chaîne sous forme de vlog ou de partage comme celui-ci. Alors déjà, je voulais un petit peu replacer les choses dans leur contexte pour vous expliquer quel est mon terrain. Donc en fait, je souffre d'endométriose, ça a été diagnostiqué il y a un peu plus de 2 ans, donc j'ai fait en fait 2 diagnostics différents. Je suis partie, peut-être que vous connaissez d'ailleurs, à la maison de l'endométriose qui se trouve sur Paris. Et j'ai été diagnostiquée par le docteur Éric Petit, qui est vraiment un spécialiste de l'endométriose. Donc lui, il m'a fait faire une échographie et puis il a vu en fait et observé quelques adhérences, mais il ne savait pas vraiment exactement où est-ce que c'était positionné avec grande précision, puisque c'est surtout l'examen de l'IRM qui permet de se figurer exactement où sont positionnées les adhérences. Donc je suis partie au Chesnay, à l'hôpital du Chesnay, près de Versailles, et j'ai passé du coup une IRM. Alors il y avait plus de 6 mois d'attente pour pouvoir faire cette IRM, donc ça a été assez long. Mais là, au moins, on a pu vraiment observer les adhérences avec grande précision. Donc tout a été analysé, le système digestif, le système gynécologique. Et il s'avère que moi, j'avais un endométriome, donc c'est un espèce de kyste d'endométriose qui est positionné sur l'ovaire gauche. Et j'avais aussi des grosses adhérences assez profondes au niveau du cul-de-sac de Douglas, donc vers l'arrière de l'utérus. C'est tout pour mon endométriose. Et en fait, du coup, l'endométriome me condamnait un petit peu, si vous voulez, l'ovaire gauche, puisque quand j'ovule, mon ovule est bloqué par cet endométriome. Donc moi, ça m'a permis aussi de comprendre qu'il fallait que je fasse en sorte de pouvoir travailler sur mon terrain, puisque ça faisait plus de 2 ans et demi que j'avais été diagnostiquée. Je le savais parce que j'avais des règles extrêmement douloureuses. Surtout le premier jour, les premières heures d'écoulement, c'était affreux. Je ne pouvais rien faire d'autre que de m'allonger et de parfois dormir ou juste m'allonger, me shooter à l'Advil. Ça a été très long au niveau du processus de compréhension de cette maladie, puisque je ne le savais pas, mais je m'en doutais en fait. Ça faisait plusieurs années quand même que je m'en doutais. Donc du coup, une fois que le diagnostic a été posé, je savais qu'il fallait pas trop que je tarde à avoir un enfant, donc c'était un projet que j'avais avec mon conjoint. Lui, ça fait très longtemps qu'il veut être papa. Moi, ça fait aussi longtemps, mais je freinais un petit peu des cas de fer parce que j'avais peur, je me sentais pas encore prête en fait à avoir un enfant. J'avais changé aussi de carrière professionnelle en 2017, donc j'étais en pleine construction de mon nouveau projet de praticienne en Ayurveda, plein de projets qui bouillonnent dans la tête, voilà, vraiment envie d'asseoir un petit peu cette carrière professionnelle, de la stabiliser, de la renforcer, de la consolider avant de pouvoir laisser cette place en fait à mon enfant, à un enfant qui puisse rejoindre notre famille. Donc il y a eu tout un processus comme ça de construction. Ça a pris jusqu'à l'année dernière au final. Et puis l'année dernière, j'ai eu mon déclic et je me suis dit ok, ça y est, je suis prête. Je suis prête à devenir maman. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait on a mis plus de 8 mois avant que je tombe enceinte, mais comme il y a eu ce diagnostic d'endométriose avec un des ovaires qui était condamné,
Du coup on s'est dit, au bout de 5 à 6 mois, on s'est dit oulala, il y a quelque chose qui va pas et on avait vraiment très très peur que ça prenne beaucoup de temps, beaucoup plus de temps. Donc on a un petit peu paniqué aussi et puis on s'est dit bon, ça serait bien qu'on aille faire un petit peu des tests, voir s'il y a peut-être des soucis qu'on ne connaît pas, donc par exemple des trompes bouchées ou que Robin, mon conjoint, ait des problématiques particulières ou que moi peut-être j'en ai d'autres en plus de l'endométriose que je ne suspectais pas et du coup faire des examens approfondis. On s'est inscrit à un parcours PMA. On a été, ils étaient d'accord de nous accompagner justement en raison de ce terrain d'endométriose et de ce passif du coup d'essai de plusieurs mois infructueux. Donc ils nous ont dit ok pour le parcours, pour nous accompagner et du coup nous ont donné en fait une batterie de tests. Mais ce que je vous ai pas dit c'est que moi avant la PMA, j'avais déjà entrepris un travail sur mon terrain parce que je connaissais les faiblesses de mon terrain. Donc vraiment le départ ça a été l'endométriose, le diagnostic et ensuite tout de suite après, j'ai entrepris un travail en profondeur sur mon terrain, donc avec la micronutrition, l'ayurveda et le côté émotionnel. C'est vraiment ça que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, dans la micronutrition, en fait, j'ai fait toute une batterie de tests parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas en profondeur et qu'il fallait que je comprenne et que seules les prises de sang pouvaient déceler. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait faire une analyse extrêmement profonde qui est sur je ne sais combien de pages, c'est vraiment un gros dossier, voilà, un gros dossier comme ceci, avec le laboratoire LIMS, peut-être que vous connaissez, qui est un des meilleurs laboratoires aussi en micronutrition. Et en fait, dessus, il y a vraiment tout, c'est-à-dire que j'ai fait l'analyse, par exemple, de ce à quoi je pouvais être intolérante, donc ce qu'on appelle les IgG. J'ai fait analyser donc tout ce qui est micronutrition et c'est là où j'ai su que j'avais beaucoup de carences qui avaient un impact sur la fertilité. Donc notamment, alors dans mon terrain j'étais carencée en vitamine D, en vitamine A, en zinc, en fer, il y avait quoi encore, la B12, la B9 et puis après c'était des hormones aussi que j'ai fait faire analyser avec un médecin en micronutrition. Mais c'était, voilà, il y avait quand même pas mal de choses dessus. Et puis aussi, donc du coup les IgG, je ne savais pas, mais il y avait certaines choses, par exemple le blanc d'œuf, le riz, la banane, auxquelles je suis intolérante. Du coup, ça m'a permis aussi de les diminuer drastiquement, voire de les enlever. Alors les œufs c'est un peu plus compliqué parce que j'adore ça, le riz aussi, mais en tout cas je le réduis vraiment au minimum pour éviter l'inflammation. Et tout ça, ça concorde aussi dans la fertilité. Et puis il y a eu toute une analyse en fait de tout ce qui est hormones, donc progestérone, les prostaglandines, la prolactine, les œstrogènes, la LH, la FSH, etc. Tout ça je l'avais fait en amont avant le parcours en PMA justement. L'analyse des acides gras, enfin voilà, c'est extrêmement complet. L'analyse de mon microbiote intestinal pour vous montrer. Voilà, ça se présente comme ceci, avec des graphiques qui vous permettent en fait de vous comparer justement à un microbiote sain. Donc ça c'était il y a quelques temps, mais qui permettent en fait de comprendre aussi comment justement travailler sur votre flore intestinale. Quels sont les aliments qui vont faire augmenter les bactéries, les bonnes bactéries que vous n'avez pas en suffisance dans votre microbiote, versus quelles sont les mauvaises bactéries que vous devez diminuer en diminuant les aliments qui les nourrissent. Donc c'est très intéressant parce que ça va vraiment à la racine des problématiques. Et on le sait, le microbiote intestinal agit énormément sur l'ensemble de votre état inflammatoire, sur l'ensemble de votre santé mentale, physique et aussi sur vos hormones, sur votre fertilité. Donc voilà, c'est extrêmement dense. Ça a un certain coût parce que je crois que j'ai payé un peu plus de 1000 euros, 1100 euros il me semble, entre les analyses de sang, certaines n'étaient pas remboursées, et puis ça qui n'est pas remboursé bien sûr, et puis la consultation avec mon médecin en micronutrition qui coûte assez cher. Donc tout ça, ça a fait que quand même c'était un certain coût. Et en plus après il fallait acheter tout ce qui solutionne en fait, tout ce qu'on a pu observer par ces analyses. Donc une fois que j'ai eu l'état des lieux de mon terrain, j'ai pu voir que j'avais certaines carences en micronutrition que je vous ai citées, mais aussi une carence importante en progestérone. Et c'est la progestérone qui participe à la qualité des ovules, à la qualité ovocytaire, mais aussi à la réduction du risque de fausse couche. Donc c'est très important d'avoir un bon taux en progestérone et d'avoir suffisamment aussi d'œstrogène. Alors moi de mon côté,
Au niveau oestrogène, c'était justement le problème, c'est que j'en avais un peu trop parce que mon foie ne le détoxifiait pas suffisamment et puis que j'avais un déséquilibre aussi de mon microbiote. Alors, la première étape de mon parcours, ça a été de travailler sur le microbiote. Donc j'ai pris en fait des capsules d'huile essentielle, donc d'origan, de citron, un combo aussi d'huile essentielle qui est vraiment dédié justement à la flore intestinale pour enlever les mauvaises bactéries de mon microbiote. Et ensuite il y a eu l'étape de réensemencement. Donc là j'ai pris les probiotiques, donc peut-être que vous connaissez ce probiotique, c'est un des plus complets du marché en micronutrition qui s'appelle Vivomix. Alors il coûte assez cher, je crois qu'une boîte de 10 c'est un peu plus de 20 €. Mais c'est un des plus complets, donc si vous regardez la liste des bactéries, c'est top parce qu'il contient vraiment les bonnes bactéries, moi dont je manquais en plus, pour certaines en tout cas j'en manquais. Donc vraiment ça m'a permis de venir travailler sur les bactéries qui me manquaient pour pouvoir rééquilibrer ma flore intestinale. Et ensuite on a travaillé sur en fait tout ce qui va être muqueuse intestinale pour éviter justement d'avoir une porosité intestinale trop importante. Donc j'ai pris des laboratoires Metagenics, ça s'appelle Fucodine. Voilà, j'espère que vous le voyez bien, Fucodine. Et ça en fait c'est à base de fucosilolactose. De ce que j'ai compris c'est un élément qui permet justement d'avoir un microbiote en bon état et d'avoir justement des jonctions serrées qui travaillent bien. Donc d'avoir une porosité intestinale qui se réduit et donc d'avoir un système digestif plus performant. Et dedans, il me semble qu'il y avait d'autres choses. Alors, on avait du bêta-carotène, du L-tréonine, de la vitamine A. Donc ça, c'est pour réparer les muqueuses et renforcer la barrière intestinale. Alors, c'est pas à prendre à vie, bien sûr, c'est sous forme de cure. Là, j'avais une cure de 3 mois, voilà, renouvelée dans l'année. C'est la première étape du travail pour soutenir mon microbiote, travailler sur le système digestif au global et me permettre de mieux assimiler les vitamines et minéraux que j'allais prendre et puis que je vais retrouver dans mon alimentation, de diminuer mon état inflammatoire et puis d'améliorer le fonctionnement de mes mitochondries et aussi d'avoir un impact positif sur les hormones. Donc justement pour les hormones, alors il y a eu 2 choses. Donc déjà comme je vous l'ai dit, j'étais en manque en fait de progestérone. Du coup le médecin m'avait prescrit ce qu'on appelle de la progestérone bioidentique, donc qui est semblable en fait à celle du corps. Alors bien sûr ça ne la remplacera jamais parce que ça reste quand même chimique. Mais c'est une progestérone qu'on donne justement, d'ailleurs en parcours PMA aussi, peut-être que vous l'avez déjà pris si jamais vous avez eu un parcours PMA. Donc ça s'appelle Progestran et ça se prend en fait sous forme orale ou sous forme interne, donc par voie basse, au niveau de l'utérus. Donc voilà, ça je l'ai pris quelques temps et puis après ça me gênait quand même de prendre quelque chose de chimique comme ça. Donc je me suis tournée en fait vers les plantes. Donc là... de par mon parcours en herboristerie aussi, je savais quelles étaient les plantes qui allaient augmenter ma micronutrition et à quelle dose pouvoir les prendre. Donc, je suis partie sur un extrait de plante, hop, comme ceci. Donc, je m'excuse, c'est il est un petit peu dégoulinant le pot. Donc c'est de l'alchémile avec du guétillier. Ça, je peux vous dire que ça a été extrêmement et redoutablement efficace. Je l'ai pris pendant plusieurs mois, 4 à 5 mois. Alors, il faut faire attention parce qu'au bout d'un certain temps, le guétillier n'agit plus sur l'hypophyse si vous le prenez trop longtemps. Donc c'est sous forme de cure de plusieurs mois, mais il ne faut pas dépasser les 6 mois. Et puis parfois, il faut faire des pauses pour que le corps se déshabitue un petit peu à le prendre et puis le reprendre un peu plus tard. Donc ça m'a énormément aidé à remonter ma progestérone. Donc je le prenais en deuxième partie de cycle. Donc ça, c'était pour travailler sur ma carence en progestérone. Mais à côté de ça, comme je détoxiquais mal les œstrogènes, que j'en avais trop et que mon foie était un petit peu paresseux pour bien détoxifier les œstrogènes, j'ai entrepris un travail sur mon foie. Voilà. Donc je suis partie en fait sur des plantes assez douces parce que j'avais déjà pris pas mal de choses. Du coup, je suis partie en fait sur des infusions hépatodrainantes qui sont aussi très efficaces avec un combo extrêmement intéressant. Donc ça s'appelle les infusions fortes, infusion détox 10, puisqu'il y a 10 plantes dedans, oups là. Donc on a dedans du chardon-marie, du radis noir, de l'artichaut, du boldo, du pissenlit, de la sénée,
de la rhubarbe, de la chicorée, du romarin et du fenouil. Et puis des concentrés de menthe poivrée, et de citron bio. Donc hyper intéressant parce que ça travaille à la fois sur la voie biliaire, à la fois sur la voie hépatique et puis sur la voie intestinale en fait. Donc ça va vraiment agir sur la détox de ces 3 éléments très importants pour optimiser la détox des œstrogènes. Et donc en plus de ça, je prenais 2 infusions par jour, pas tous les jours, plusieurs fois dans la semaine. Et puis je vous avais déjà présenté 2 produits dans ma vidéo sur les kystes, puisque j'avais des kystes mammaires qui ont bien diminué grâce à tout ce que j'ai fait. Donc en fait j'ai pris aussi de l'extrait de plante de bardane, de grande bardane, qui est une plante qui est aussi très détoxifiante pour le foie. Voilà, mais qui reste très douce. Donc c'est pas quelque chose de trop drastique. Quand on a un foie qui est paresseux, il faut y aller doucement aussi. Parce qu'il peut avoir du mal à assimiler certaines plantes. Et puis quand on a des problématiques hormonales comme moi, il faut quand même pas être trop violent avec son organe du foie. Et aussi, autre chose extrêmement importante dont je ne vous ai pas parlé, c'est qu'en fait j'ai été complémentée en DHEA et en prégnénolone. Puisque d'après les analyses que je vous ai montrées avant, j'étais vraiment carencée de ces 2 éléments qui sont très importants aussi dans la fertilité. Donc la prégnénolone en fait c'est un précurseur de la progestérone et du cortisol et donc ça permet d'avoir des glandes surrénales qui fonctionnent bien et d'avoir un taux de progestérone aussi qui est bien sécrété. Sans prégnénolone c'est très compliqué de travailler aussi sur la remontée de la progestérone. Donc ça je l'ai fait aussi en simultané avec la progestérone. Et la DHEA, très importante aussi pour la qualité ovocytaire, donc ça augmente la qualité des ovules et ça permet de réduire le risque de fausse couche. Donc ça maximise aussi l'effet quelque part de la progestérone. Alors maintenant passons à l'alimentation puisque ça c'est un gros scope de mon parcours. Donc au niveau de l'alimentation, j'ai du coup réduit voire enlevé certains aliments qui étaient trop inflammatoires pour moi. J'ai supprimé le gluten aussi. En tout cas je le gardais qu'une fois par semaine pour éviter de perdre ma facilité à digérer quand même les aliments riches en gluten, sachant que moi je n'étais pas intolérante d'après mes analyses, mais j'ai quand même préféré réduire parce que j'avais remarqué que ça permettait en fait de réduire mes douleurs au niveau de mes règles, quand j'avais mes règles, de diminuer le gluten. Donc ça je l'ai bien éliminé. J'ai éliminé aussi les aliments à index glycémique haut puisque j'avais une pré-résistance à l'insuline qui pouvait du coup créer de l'inflammation. Donc ça j'ai commencé à entreprendre ce type d'alimentation. J'ai mis beaucoup plus de poissons pour augmenter mes apports en oméga 3 et améliorer en fait la souplesse membranaire de mes cellules. Et puis ça permet aussi du coup de mieux sécréter les hormones bonne pour la fertilité, donc plus de poissons, d'aigle fin, de truite, ça la truite j'en ai mangé beaucoup. Et puis au niveau oméga 3 aussi, les jaunes d'œufs sont très bons pour augmenter aussi le bon cholestérol pour les oméga 3 et également l'huile de colza. Donc ça c'est une très bonne huile aussi qu'on prend en fait en deuxième partie de cycle pour augmenter la qualité des ovules. Donc ça je prenais une cuillère à soupe par jour. Comme on prendrait par exemple de l'huile de foie de morue, et bien moi je prenais de l'huile de colza pour pouvoir augmenter mon apport en oméga 3. Aussi donc intégrer beaucoup plus de légumes et de fruits, donc biologiques, tout bio pour éviter d'avoir trop de pesticides, encombrer mon foie, déséquilibrer ma flore intestinale. Et surtout, j'ai mis beaucoup plus de légumes verts dans mon alimentation, donc beaucoup plus de crucifères notamment, brocolis, choux chinois. J'adore aussi le chou romanesco, voilà toute cette famille des choux kale aussi qui est super bon, facile à digérer pour un pitta vata comme moi au niveau de mon terrain ayurvédique. Mais c'est des choses en fait qui aident le foie à mieux détoxifier et puis donc du coup à l'apport hormonal, enfin à l'équilibre hormonal de mieux se faire. Donc pareil, en deuxième partie de cycle jusqu'à l'arrivée de mes règles, c'est vraiment une composante que j'ai beaucoup agrandie, beaucoup augmentée pour l'équilibre hormonal. Voilà, j'ai aussi diminué beaucoup la viande rouge, mais je la gardais quand même parce que j'en avais besoin surtout à l'arrivée de mes règles. Mais je suis partie surtout sur des viandes un peu plus digestes, par exemple le veau, l'agneau, que personnellement je tolère mieux, et puis le poulet aussi et la dinde, que je digère mieux que la vache ou voilà, d'autres viandes comme le porc, etc., qui est un peu plus inflammatoire pour moi.
Donc ça c'est pour la partie alimentation. Ensuite, Robin aussi a travaillé sur sa micronutrition avec notamment 2 éléments. Puisque la fertilité se joue à 2. Puis il a pris un combo de vitamines et de minéraux dédié aux hommes qu'on appelle Mascupro Fertilité. Donc je vous montre. Voilà, comme ceci. Et dedans, on va retrouver tout un tas de vitamines. Donc de la vitamine A, de la B2, de la B6, de la B9, de la B12, de la vitamine C, de la vitamine D, de la vitamine E, du chrome, du cuivre, du manganèse, du zinc, du sélénium, du lycopène, du CoQ10, de l'arginine, de la carnitinine et de la citruline. Et donc tout ça, ça aide justement à agir aussi sur son propre métabolisme à lui et donc de maximiser sa fertilité et sa production de spermatozoïdes de qualité. Et puis en parallèle, il a pris également de l'huile de poisson. Voilà, comme ceci, celui-ci il est tout neuf. Mais c'est voilà, de l'huile de poisson pour soutenir ses oméga 3 en plus de l'alimentation qu'il a soutenue naturellement avec tout le poisson. Lui aussi, je l'ai mis à l'huile de colza pour qu'il augmente sa part d'oméga 3. Et puis les œufs aussi, prenez pas mal d'œufs à la coque le matin au petit déjeuner, donc pendant cette période pour augmenter aussi voilà, ses oméga 3, son bon cholestérol, permettre aussi à son fonctionnement cellulaire de bien se faire. Et puis il soutenait un petit peu avec cette huile de poisson. Donc ça c'était pour sa part à lui. Et puis moi du coup je vous ai tout montré. Ah oui, il y a un autre complément alimentaire que je voulais vous montrer qui est aussi très intéressant dans le cadre de carences en micronutrition et de problématiques aussi hormonales, notamment si jamais vous souffrez de SOPK. J'ai trouvé ça très intéressant, ça s'appelle Zitolia. Donc peut-être que vous l'avez déjà vu en pharmacie. Moi je l'ai trouvé en pharmacie celui-ci. Et quand j'ai lu en fait le descriptif, j'ai trouvé ça vraiment très complet. Donc ça c'est très intéressant notamment pour les femmes qui ont de la résistance à l'insuline. Donc dedans vous allez retrouver du myo-inositol, du zinc, on a de la vitamine D, de la vitamine B9, du chrome. Et qu'est-ce qu'ils mettent encore dedans? Je crois que c'est tout. En fait, le myo-inositol, il est très intéressant d'un point de vue justement hormonal puisqu'il va diminuer les hormones mâles qu'on peut avoir en excès dans certaines formes de SOPK. Donc vous savez, les hormones androgènes, donc notamment la testostérone, ça va permettre de réduire ce type d'hormones, donc de mieux équilibrer votre balance. Bien sûr, si vous soutenez le foie, le microbiote et puis les autres hormones dont vous pouvez être en carence aussi, c'est tout un travail global, une compréhension globale. Ça va permettre aussi de réduire la glycémie, de réduire la résistance à l'insuline et ça améliore aussi en fait la qualité des ovules. Donc ça va agir vraiment sur le plan de fertilité, c'est très intéressant. Et donc ce complément alimentaire, en plus de certaines vitamines et du chrome, va pouvoir en apporter. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant comme complément. Alors ensuite, on va passer aux plantes ayurvédiques. Donc je n'en ai pas pris beaucoup parce que j'ai pris vraiment celles qui correspondaient à mon terrain et qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre comme vous avez pu vous en apercevoir. Donc j'ai pris de l'ashwagandha. Alors pourquoi j'ai pris de l'ashwagandha? Parce qu'en fait j'avais une petite problématique surrénalienne, donc ça m'a permis aussi de remonter mon taux de cortisol, d'équilibrer mes surrénales tout en fait nourrissant ce qu'on appelle les dhatus, donc les tissus du corps, ce qui permet de nourrir le tissu reproducteur, donc le dernier tissu qu'on appelle chukra en Ayurveda. L'ashwagandha c'est très bon aussi pour la fertilité puisque ça nourrit, comme je disais, tous les tissus et donc ça permet de fabriquer de bons tissus de reproducteurs, les tissus sexuels pour l'homme et pour la femme. Et puis il y a aussi un effet très intéressant sur le microbiote intestinal. Je vous laisserai découvrir tous ses pouvoirs dans une vidéo dédiée que j'ai faite sur donc l'ashwagandha qui a d'ailleurs été un grand succès, donc j'en suis très heureuse. Et vous pourrez donc voir vraiment en détail tous les bienfaits de l'ashwagandha. J'en ai parlé avec les textes classiques, c'est vraiment une vidéo très complète. Autre plante, alors là j'en ai plus à la maison, ça s'appelle la guduchi. Donc c'est peut-être une plante que vous connaissez, pareil je vous ai fait une vidéo sur la guduchi. Donc c'est une plante en fait qu'on donne pour le foie, pour réparer le foie, pour stimuler le foie. Elle est très intéressante aussi pour moduler l'inflammation du corps. Et puis elle est aussi très intéressante pour nourrir également les tissus. Donc pareil, elle va aussi s'adresser au renforcement des dhatus et donc au renforcement en fait des tissus sexuels, donc des gamètes femelles et mâles, et donc à une meilleure fertilité. Et puis dernier combo de plantes que j'ai pu prendre pour équilibrer mon terrain, c'est
le Kanchannar Gugulu. Voilà, donc qui est en fait un mélange de plantes et d'épices que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo sur les kystes. Donc dedans on a du triphala, on va retrouver de la cardamome, on va retrouver du gougoulou bien sûr, du pipali, on a du poivre noir, on a du gingembre. Donc c'est très intéressant pour améliorer alors déjà la captation de l'iode grâce au gougoulou, pour casser en fait les accumulations comme par exemple un endométriome. C'est pour ça que j'ai pris de mon côté Kanchannar. Quand vous avez un endométriome par exemple, c'est très intéressant de prendre le Kanchannar Gugulu. Et puis, bien sûr, ça intervient aussi sur le côté digestif. Mais je le trouve moins puissant. Je trouve moins puissant un Kanchannar Gugulu que tout ce que j'ai pu prendre, par exemple, avant. Parce que, ok, il va y avoir les épices, etc. Mais c'est pas suffisant pour réparer un microbiote, par exemple. C'est pas du tout suffisant. Et j'ai vu beaucoup de praticiens en Ayurveda qui affirment que le Kanchannar Gugulu, à lui tout seul, suffit, en fait, à rééquilibrer un terrain d'endométriose. C'est absolument faux et dangereux de dire ça. J'en suis la preuve vivante et puis je connais plein d'autres personnes qui ont pris du Kanchannar Gugulu en terrain d'endométriose. Ça ne guérit pas l'endométriose. Donc ça, c'était en plus de tout ce que je vous ai montré pour soutenir mon terrain. Ah oui, chose très importante, donc si jamais vous voulez savoir par exemple si vous avez un terrain digestif déséquilibré grâce à l'Ayurveda, donc notamment à l'auto-observation de votre langue, je vous ai conçu un e-book gratuit que vous pouvez télécharger donc dans la barre d'infos avec des astuces pour comprendre comment lire votre langue et des astuces aussi pour améliorer l'état de votre digestion, donc avec des petites recettes ayurvédiques super chouettes et très faciles à faire à la maison que vous pourrez faire. Donc tout ça c'est gratuit, hyper facile de le télécharger et comme ça vous pourrez avoir voilà, ces éléments que j'avais vraiment à cœur de partager avec vous pour vous aider à améliorer votre santé. Enfin, dernier élément, c'est le facteur en fait émotionnel, tout simplement. Donc ça c'était très important pour moi parce que en fait je suis une grande peureuse au niveau de la grossesse, de l'accouchement. J'avais très peur de perdre ma liberté, mon indépendance. J'ai une lune en Sagittaire en astrologie si jamais ça vous parle. Et c'est vraiment l'indépendance, hein. J'ai besoin d'avoir ma liberté. Voilà, j'ai aussi du Vata, donc j'ai besoin de sentir que je peux un petit peu faire ce que je veux quand je veux. Et c'est très important pour moi. Et je sais qu'avec un bébé, ça change complètement le rythme. Mais bon, je me suis vraiment interrogée sur ces éléments-là, peser le pour, le contre, sans être trop bien sûr dans l'intellect, mais quand même c'était important parce que je voulais que ça soit fait en conscience de devenir maman. Il faut savoir aussi que plusieurs mois avant de tomber enceinte, j'ai rêvé de mon enfant qui me disait « Maman, je suis prêt ». Maman, je suis prêt. C'était une phrase qui revenait à chaque fois. Je suis prêt, j'arrive, je suis prêt. Et en fait, j'ai compris que le bébé était prêt, mais c'était moi qui n'étais pas prête. Donc, j'avais besoin de me rassurer. Donc, comment j'ai fait ça ? Alors déjà, par la discussion. Hyper important. Donc, discuter avec la première personne concernée dans ce parcours, c'est-à-dire mon conjoint. Parce que c'est un projet à deux. Donc, lui, faire part de mes peurs, de mes angoisses. Ça, je peux vous dire qu'il y en a eu des heures de discussion à parler de tout ça. Donc lui expliquer voilà les peurs de ma perte de liberté, les peurs de l'accouchement, les peurs de ne pas arriver à être une bonne maman, les peurs parce que de par ses propres traumatismes, peur de faire mal, peur de donner des traumatismes à ce bébé qui n'a rien demandé, même si ça a été travaillé, voilà, enfin le rapport à la maternité un petit peu compliqué, c'est tout ça qui a été très intéressant à travailler de par aussi ce cheminement vers la maternité. Et plus je lâchais, plus je réparais, plus je cicatrisais, plus mon corps reprenait de la force aussi. Je pense que ça m'a amené aussi à cette jolie grossesse. Donc tout ça, ça a été par la discussion avec mon conjoint. Moi, j'ai fait beaucoup de visualisation aussi de moi enceinte pour rassurer mon esprit, mon corps sur ma capacité à porter ce bébé en toute sécurité, à accepter les modifications de mon corps pour pouvoir mener ce bébé vers l'enfantement, vers la vie. Aussi, je me souviens que je parlais beaucoup à l'âme de mon bébé. Voilà, je lui disais écoute, il y a encore du travail pour moi, je le sens, voilà, je travaille ça pour pouvoir t'accueillir au mieux. Et quand j'ai été prête, je lui ai dit aussi. Je l'ai appelé vraiment de toutes mes tripes et de tout mon cœur, ça je m'en souviens. J'ai même pleuré, je me souviens une fois, c'était peut-être 2 mois avant que la conception ne fonctionne. Je l'ai appelé vraiment avec toutes mes tripes et je lui ai dit écoute, maintenant je suis prête, je suis prête à t'accueillir, tu peux venir t'incarner, etc. Ça a été très beau et très puissant, je me souviens de ce jour-là.
Donc beaucoup d'appels à cette âme-là. Et aussi très important, après chaque processus de conception, chaque essai de conception, en Ayurveda, il y a tout un protocole, un petit peu, enfin un protocole, c'est très joli, hein, c'est très beau ce qui est dit, je vous en ferai aussi, peut-être que j'en écrirai un livre, je ne sais pas encore comment je vais tangiblement vous le partager. Mais il y a une façon aussi d'appeler l'âme du bébé, donc il y a eu voilà, des choses qu'on a fait avec de l'encens, avec des éléments pour représenter les 5 éléments dans l'endroit où vous allez concevoir votre bébé. Et aussi une façon de nourrir les tissus après l'acte, puisque ça peut fragiliser le corps. Donc je me souviens qu'on avait, avec Robin, on prenait du lait d'amande après voilà, chaque processus d'essai. Donc un verre de lait d'amande chacun, on mangeait des dattes aussi. Voilà, on prenait des infusions de moringa également, donc pour un petit peu se remettre de l'énergie et permettre en fait à notre qualité, les qualités de nos gamètes de ne pas perdre en fait en prana, en énergie vitale. Donc ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup fait. Je me souviens aussi que je mettais de l'encens de rose, de l'encens un peu sucré, de l'ylang-ylang pour appeler le bébé. Et c'est drôle parce que ce sont des énergies assez féminines finalement au niveau des encens que je sélectionnais. Et je suis enceinte d'une petite fille. Alors, je sais pas, il n'y a peut-être pas du tout le lien, mais voilà, il y avait cette ambiance un petit peu féminine, très vénusienne qui était là, qui nous entourait pendant la conception. Donc c'était très beau. Donc pour conclure, je vous dirais de vraiment comprendre les faiblesses de votre terrain, de faire les analyses adéquates. Donc avec tout ce que je vous ai partagé, je pense que ça vous a donné pas mal de pistes. De travailler sur le côté émotionnel pour vous sécuriser émotionnellement, très important quand on veut devenir maman. Donc vous demandez en fait avec grande véracité et authenticité si vous avez des blocages, des peurs qui peuvent bloquer votre corps, qui peuvent bloquer en fait la réception des gamètes de votre homme et la conception de votre bébé. Parce que parfois aussi le corps va se bloquer, va se verrouiller et du coup il va y avoir tout un processus chimique qui va faire que les spermatozoïdes ne vont pas aller jusqu'à l'ovule. Ça peut arriver aussi, donc c'est très important de vous déverrouiller, de lâcher prise, d'accueillir tout ça avec beaucoup d'amour pour vous. Donc voilà, en travaillant sur vos blocages, en essayant de trouver des solutions. Donc c'est des choses très simples, hein, la discussion, travailler avec un thérapeute, passer par le corps, la visualisation comme je vous en ai parlé, la méditation. Voilà, tout ça ce sont des outils extraordinaires pour vous aider. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprendre plein de choses, voilà, de vous permettre de vous mettre sur la piste si jamais vous souffrez d'infertilité, que vous avez des petits soucis à tomber enceinte, comme ça a été mon cas. Voilà, je suis la preuve vivante qu'on peut y arriver en travaillant sur son terrain. Et j'espère de tout mon cœur que ça vous aidera, que ça vous donnera voilà, des idées de pistes en fait pour pouvoir vous aider à atteindre votre rêve, si c'est le cas. Voilà, j'avais vraiment à cœur de partager tout ça avec vous pour nourrir aussi à mon échelle et pouvoir vous aider au mieux comme je le peux. Encore une fois, n'oubliez pas de liker la vidéo si jamais elle vous a plu ou vous a appris des choses. Et puis n'oubliez pas de télécharger votre e-book gratuit pour apprendre à observer votre langue et avoir des clés d'équilibrage par rapport à votre sphère digestive. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Je vous partagerai aussi bien sûr l'heureux événement quand bébé aura pointé le bout de son nez d'ici quelques semaines. D'ici moins de 2 mois d'ailleurs, ça passe très très vite. Et puis je vous fais des gros bisous. À très vite. Prenez soin de vous.